C'est ça que j'ai aimé, moi, dans X. Je sais pas, les mecs te vendent ça comme une espèce de déclaration d'amour au slasher des 70s, comme ils vont te faire, c'est une déclaration d'amour à l'âge d'or du cinéma. Pour moi, c'est pas une déclaration d'amour. Tu peux filmer comme, tu peux référencer comme, mais ça veut pas dire pour autant que c'est fait de manière différente. Et pour moi, Pearl, c'est fait totalement le contraire pour moi, c'est le contraire de la déférence. Le cœur du truc, c'est les hypocrisies. C'est toutes les hypocrisies. Et je trouve ça plus malin, au final. Un réal, aujourd'hui, plutôt qu'il va rentrer dans l'art et qui va dire, faites chier avec votre morale, votre ci, votre ça, c'est le mec qui va juste te montrer intelligemment, à travers son scénar, des hypocrisies. Et ce qu'il fait, il te dit des choses, il t'amène, en fait, il fait exprès de pousser un argument ou une situation pour que ça heurte ta morale, et évidemment, il ne va pas te donner la réponse que tu veux entendre derrière. Et il le fait de manière rigolote. Et il le fait de manière jouissive. C'est des petits films. On commence l'année avec des petits films, mais intéressants quand même. Moi, j'ai été quand même très agréablement surpris. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, en cette période plutôt compliquée, pour ne pas dire totalement fucked up, où le cinéma, devenu plus prudent que ma grand-mère, n'échappe pas au ravage d'une pensée binaire, à l'uniformisation des procédés, comme à la désacralisation de mythes qu'il perpétue en haïssant les croyances qui en sont à l'origine, ça rassure de voir et de chroniquer un petit film comme Pearl de Ti West, le prequel attendu du très libertaire X, que j'avais déjà chroniqué ici. D'abord parce qu'il ne propose pas forcément ce qu'on attend de lui, ensuite parce qu'il marche l'air de rien et avec humilité dans les pas des rares grands cinéastes qui nous restent, qui de Spielberg à Del Toro, en passant par Scorsese ou Chazelle, interrogent le cinéma et notre rapport éminemment schizophrène aux mythes et fantasmes qu'il imprime sur pellicule, mais surtout parce qu'en un ou deux plans volontairement outranciers, il réussit à synthétiser de façon glaçante les affres psychotiques de notre époque, où images et réel se confondent et s'annulent, créant une véritable fissure cognitive qui est la source de notre aliénation collective. Ti West, pour l'instant, c'est un petit mec qui fait des choses dans son coin, mais t'en es quand même à 6 films, de Del Toro à Chazelle, à Spielberg, qui te parlent de cinéma, quoi. Alors on te dit, oui, c'est des films nostalgiques à l'époque où on faisait des bons films. Non, c'est pas ça. Ça te demande, est-ce que tu peux encore croire ? Est-ce que dans le monde qu'on vient de créer, on peut encore fédérer les gens derrière quelque chose ? Et c'est la question de la fiction, du réel, mais pas simplement de la fiction, l'image contre le réel, pas simplement ce qu'en disait Baudrillard, cette question aussi de te dire, comment peut-on faire société sans une fiction ? Là, c'est quand même fondamental aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on n'y arrive plus. Et alors, ce qui est génial avec la propagande des mythes, c'est qu'aussi important puisse-t-il être, tu vois, parce qu'ils nous permettent de nous élever, ils nous permettent de nous fédérer, ils sont aussi un leurre. Le miroir aux alouettes, il est séduisant, mais il est trompeur. Et si on veut revenir probablement au meilleur film enfin, moi, un des films que j'ai trouvé le plus génial sur ce sujet, et j'en parle souvent, c'était La mémoire de nos pères de Eastwood. Et tu remates La mémoire de nos pères, qui te raconte exactement, enfin, entre guillemets, ce qui s'est passé avec des pauvres mecs qui en ont chié là, dans la boue et dans le sang et dans la guerre, et qu'on revient, et que la mécanique médiatique va décider de transformer en héros, en symbole, en mythe, d'une vision totalement utopiste, vision du vainqueur, et qu'on le veuille ou pas, vision qu'on nous assène depuis 80 ans. Quand tu es constitué presque génétiquement d'une façon de voir les choses, quand tout d'un coup le réel te dit « Ah bah c'était pas tout à fait ce que tu imaginais, mec, c'est très 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 difficile de se dire ah, on m'aurait menti !» Donc moi ça me fait rire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit des films américains qui aujourd'hui, ça a déjà existé dans les années 70 et tout ça, mais à travers le prisme de tout ce cinéma normatif et bien pensant qu'on nous sort, utilise les mêmes codes marketing pour se vendre, mais derrière, te disent, ouais, mais enfin, en fait, non, on n'y croit plus, quoi, tout ça, là, c'est fini. Et d'ailleurs, les gens n'y croient plus.
À l'instar de X, qui se présentait hommage au slasher 70s pour se révéler en creux petite réflexion sur le cinéma comme miroir aux alouettes, séduisant mais trompeur, Pearl se présente hommage cauchemardesque à l'âge d'or du cinéma pour révéler en creux, avec une lucidité pour le coup beaucoup moins fun que le miroir est définitivement brisé. Rumor has it they only take one gal per town. We're looking for someone with X Factor. Has to be me. How about a film nobody else has seen? Is it legal? Will be eventually. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. I want to be loved from as many people as possible. Je dois bien avouer qu'après X et Pearl, deux petits films encastrés dans la catégorie horreur, bien qu'ils en dépassent largement le cadre réducteur, je kiffe assez la démarche à la fois industrielle, cinématographique et finalement réflexive de Ti West, qui, dans son coin, loin des dictats idéologiques du moment, avec la roublardise de celui qui s'inscrit dans le moule d'une contre-culture nostalgico-référentielle, pour mieux en souligner l'hypocrisie mortifère, construit lentement, avec ses petits bras et une ironie jouissive, une sorte de franchise contrefaite. Comme une franchise factieuse dans la franchisation galopante de la culture, qui en utilise les codes, les arguments et le cynisme pour mieux nous renvoyer à la gueule sa dimension charogneuse qui n'aveugle plus que ceux, tel le personnage de Pearl, s'étant construit dans le déni. Déjà, on va recontextualiser un petit peu pour les gens qui n'auraient pas suivi, hein. Ti West, qui avait fait quelques petits films d'horreur avant, je ne les ai pas tous vus d'ailleurs, ça m'intéressait moyen, qui avait sorti ce X qui racontait l'histoire d'une équipe de porno dans les années 70 qui venait tourner un film dans une petite ferme. Et évidemment, les patrons de la ferme se révélaient être deux octogénaires complètement fucked up qui allaient se mettre à les buter les uns à la suite des autres. Et puis, il a eu l'idée de faire de cet univers-là une franchise, que je trouve être plutôt malin. D'ailleurs, c'est la façon qu'il faut fonctionner aujourd'hui. Plutôt que d'aller que de ces mecs qui font des gros films où en fait ils sont contrôlés de toutes parts. Le mec, il se dit comment je peux raconter plein d'histoires en mutualisant, c'est-à-dire j'ai un petit budget, je fais 3 fois rien, je réemploie mon décor, je fais des histoires différentes, je joue la carte marketing de la franchise parce que ça marche aujourd'hui et que les gens ils se pignolent juste sur des passerelles qui y a entre deux films, mais en même temps au sein de ce truc très galvaudé de je vais faire un film d'horreur, ça marche les films d'horreur, il raconte autre chose. Donc en fait, il y a eu ce X et il a tourné, alors, coup pour coup, dès qu'il a fini X, on était en période de Covid, il était en Nouvelle-Zélande, il voulait pas se faire baiser par le Covid, il a dit là on va tourner directement une suite qu'il a coécrit avec sa nana là, qui s'appelle, sa nana, qui est l'actrice du film, Mia Goth, mais qui n'est pas forcément du tout sa nana, et ils ont écrit cette suite-là, qui, on le verra, n'est pas forcément un film d'horreur, et en préparant la suite aussi, qui s'appelle Maxine, qui se déroulera dans les années 80 sur l'industrie du porno, dans les 90s, alors moi, ça, c'est ce que j'attends le plus, et qui est, je crois, en tournage ou en préparation, le film sortira, il est déjà tourné, donc le film sortira bientôt, j'espère qu'on pourra le voir assez vite. Et donc, celui-là, il est prévisible automatiquement, puisqu'on va te raconter le personnage de Pearl, qui était la psychopathe du premier film, on te raconte quand elle est jeune adulte dans sa ferme à 19 ans, en 1918. Enfin, même avant que la guerre ne se termine. Presque, c'est au moment où... C'est 17, je crois. Ouais. Non, c'est 18, mais c'est 18, au moment où c'est en train de se terminer, mais c'est pas sûr. Et elle attend désespérément son homme, son mari, qui est parti faire la guerre. Réussir cette ambition thématique dans un décor de ferme à 3 balles, mutualisé avec intelligence pour assurer sa viabilité, tout en offrant pour l'instant 2 expériences radicalement différentes qui chacune, au-delà de leur connexion prétexte, fait avancer un véritable regard, moins sur le cinéma en lui-même que sur notre rapport à la puissance quasi-religieuse des images, ça relève presque de l'exploit. Bien sûr, je ne minimise en rien leurs limites, leurs maladresses ou leurs écueils. Et si dans X, je les mets sur le compte d'un réal qui jouait du slasher sans vraiment avoir envie d'en faire, la première partie du film témoignant de ses réelles intentions, dans Pearl, ses limites proviennent davantage d'un symbolisme outrancier. La faute sans doute à une intrigue sur des rails, si prévisible qu'elle fait ressortir au premier plan ce qui aurait dû rester un sous-texte. J'aime bien l'outrance dans le feutré, ce que je dis dans le truc, c'est-à-dire... le fait qu'après avoir joué de l'aspect un peu craspec et dégueulasse, c'est là où il est plus malin qu'il en a l'air, en fait. Il a 3,50 balles, c'est
T'as 3 plans de rue avec des bagnoles d'époque, mais tu sens qu'en termes de production, ça a été super pensé pour maximiser l'immersion à l'époque avec 3 fois rien et surtout un véritable travail sur le cadre. Moi, c'est ça qui m'a le plus bluffé. C'est pas tant parce que tu y vois tous les éléments, la rythmique des plans un peu plus longue, les espèces de petites contre-plongées avec le ciel très bleu et les nuages et les couleurs partout, la naïveté des personnages qui parlent comme Dorothy dans Magicienne d'Oz et tout ça, mais c'est presque moins ça que des cadres de films. Et c'est là où il y a plus de choses, entre guillemets, pour moi, à la Psychose dedans, en réalité, qu'à la comédie musicale ou au film de Douglas Sirk, comme je l'ai beaucoup entendu dire. C'est-à-dire que moi, là où j'ai trouvé que c'était le plus intéressant, c'était Pearl et les autres personnages quand ils sont dans la maison. Avec ces espèces de cadres, des escaliers, derrière la rambarde, tu sais, des trucs qui te convoquent la façon dont on pensait, entre guillemets, l'épouvante pendant cet âge-là, et que je trouve être super bien retranscrit. Donc pour un mec où je me disais, il y avait quelques plans intéressants dans X, mais c'est un peu foutraque sur le reste, où d'un coup, il y a quand même une maîtrise, même la façon dont il filme cette église où va avoir lieu l'audition, le passage entre le plan large et le plan rapproché, et puis le timing qu'il fait entre les deux, c'est vraiment un truc que tu retrouves dans des westerns de l'époque, dans des films de l'époque, et c'est plutôt gravement bien maîtrisé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intrigue, je m'en fous, mais comme l'intrigue n'est pas une intrigue de film d'horreur, c'est une dérive psychotique d'un personnage dont tu comprends, tu le sais, que ça va aller de crescendo, et puis comme il pousse pas tellement dans la violence et dans l'horreur le film, forcément, vu que tu n'es pas dans une quelconque attente d'intrication narrative, tu regardes ce qu'il essaye de te dire dans chaque scène, et en fait, du coup, le sens qui est véhiculé derrière, tu vois, apparaît de manière évidente. Donc il y a ce côté-là où tu dis c'est un peu con parce qu'un peu plus subtil aurait été pas mal. Et c'est toujours cet entre-deux qui est difficile parce que beaucoup de gens soulignaient il y a un moment où tu as ce personnage donc, qui est un petit peu dans sa folie, donc, que tu comprends petit à petit, qui dit pas grand-chose, et qui d'un coup fait un monologue là en plan séquence de 5 minutes où je suis emmerdé parce que d'un côté tu as une vraie performance, d'un côté il est intense, le monologue, parce que quelque part, en fait, elle sort tout ce qui était le déni. Le problème, c'est que le déni, elle l'entretient derrière. Donc, t'as une espèce de truc psychologique qui est déjà un peu bizarre. Et surtout, le monologue est hyper didactique. Donc, moi, je suis tiraillé. Parce que d'un côté, c'est trop. Fallait pas le souligner à ce point-là. Et en même temps, comme il a tout fait de manière feutrée avant, cette espèce de déversage, à ce moment-là, est intéressant. Donc, tu vois, voilà, mais c'est minime. Moi, j'ai quand même fini le film en me disant, putain, bien plus intéressant encore que X. Malgré une mise en scène beaucoup plus maîtrisée que sur le premier, qui s'amuse parfois avec brio de l'imagerie utopiste de l'âge d'or, de sa naïveté de ton forcément vrillée, comme de ses codes narratifs qui font de Pearl une sorte de magicien d'Oz démythifié, il reste toujours une dimension un peu grossière dans l'ensemble. Un côté sale gosse, qui passait crème dans X, mais qui, au vu des ambitions plus subtiles de Pearl, appuie un trait que, personnellement, mais alors je chipote, j'aurais préféré un chouïa plus sibyllin. Mais si on voit le sens gros comme une maison, et même si d'autres, comme Mankiewicz, Lumet, les Cohen, ont construit des œuvres 1000 fois plus fines sur notre rapport à l'image, plus encore qu'au rêve hollywoodien, il reste quand même dans Pearl quelques passages réellement impactants. Comme cette audition dans une église où le fantasme de comédie musicale se rêve sur fond de guerre de tranchées, ce monologue de Pearl, on vient d'en parler, trop didactique certes, mais intense, et cette scène finale littéralement symptomatique de notre schizophrénie actuelle, la croyance désespérée en l'image ne pouvant plus contenir son effondrement face à l'horreur du réel. On pourra lui reprocher l'outrance de son propos, que je trouve néanmoins intéressante en face d'une narration plus feutrée. Ti West réussit quand même avec peu de choses à glisser tous les paradoxes d'un temps, le nôtre, en piochant dans ceux du passé. Le rapport intime ou conflictuel entre sexe, violence, normes sociales ou religion, dont finalement l'image biaisée n'est qu'un vecteur d'exacerbation. Là encore, ce n'est pas nouveau, et il le dépeint plus ou moins finement, mais on le perçoit souvent à l'aune d'une réminiscence de société figée. Or, le malaise qu'il réussit encore à produire au détour de quelques scènes ou quelques plans témoigne de sa persistance aujourd'hui.
Ce sourire figé de Pearl qui s'accroche au vernis qui ruisselle, quand tout autour sa folie se met en scène comme un dernier tour de danse avant le naufrage. Au final, ce visage, c'est évidemment le nôtre. Ce qui m'a plu, c'est que tout d'un coup, cette hypocrisie dont je parlais tout à l'heure, qui était véhiculée de manière intelligente en sous-texte, dans un film qui te ferait croire, qui te parlait du miroir aux alouettes, qui te parlait d'un hommage aux 70s, mais en fait te parle de l'hypocrisie du monde moderne, bah là je la trouve intéressante de la même manière, où on te dit c'est un film d'horreur, ben non, c'est pas un film d'horreur. Ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité on te parle exactement de ce qui s'est passé aujourd'hui, et où déjà il déplace les choses avec l'homme qui est censé être le père de famille, mais qui est à moitié mort dans son fauteuil roulant, la mère qui est une Allemande, et qui est hyper rigide, la religion mais qui est pas jouée de la façon dont on s'y attend, c'est ça qui est intéressant. C'est comme le sexe, où tout d'un coup je vais baiser avec l'épouvantail du magicien d'Oz, mais en même temps j'ai un petit truc malaisant à me foutre à poil devant mon père. Donc il a ce truc, c'est marrant, hein, c'est là où je te dis que le film il est, c'est-à-dire que je pense qu'il a ce truc instinctif non analysé dans sa tête, où il te dit des choses, il te dit vraiment des choses. Et je pense que c'était beaucoup moins théorisé même dans X. Et que, en fait, c'est les passages presque les moins théorisés qui sont les plus intéressants dans Pearl. Moi, je te dis, cette scène avec l'épouvantail, le truc avec le père dans la salle de bain, en fait, ça dit des choses actuelles qui sont assez fortes et que tu ne peux pas enfermer dans la rigidité de l'époque, alors qu'il te montre ce cadre et cette rigidité par ailleurs, tu vois. Mais il n'est pas sur le même registre. Et pourtant, on a le sexe, on a la violence, on a la religion. Et c'est une façon de te dire, voilà, tout ce que vous pensiez être les espèces de normes sociales que vous avez contestées dans cette volonté d'effacer la norme sociale du passé pour la remplacer par autre chose, en fait, c'est pas la norme qui traduisait cet enfermement mental, c'est aussi la nature humaine. C'est aussi toute la perversité de la nature humaine. Tous ces biais cognitifs tordus qui fait que tu sois dans une société trop religieuse, ou que tu sois dans une société trop raciste, ou que tu sois dans une société trop patriarcale, ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des putains de pulsions. Et t'empêchera jamais qu'il y a des pulsions de perversion qui seront toujours là. Ce qui est évidemment grossier, là encore, mais malin, dans la façon dont il ramène le porno dans le film, à travers le fait que la Pearl va rencontrer un projectionniste parce qu'elle aime aller au cinéma et que lui, voulant la draguer, va lui montrer, tu sais, ces petits films porno qu'on tournait déjà à l'époque en sous-main, mais qui étaient immontrables, évidemment, tabous, absolument. Et donc, je parle de paradoxe, mais c'est toutes les hypocrisies. Mais c'est l'hypocrisie de la nature humaine. C'est l'hypocrisie, en fait, de l'individu face à la société, de la société face à l'individu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es obligé d'imposer des règles, mais ce qu'ont toujours expliqué les plus grands théoriciens, c'est-à-dire c'est que les règles doivent passer par une gestion de la pulsion, une gestion de l'animalité. La civilité doit gérer l'animalité. De quelle manière tu la gères, hein? Avant, bon, on a toujours eu besoin de jeux du cirque. Hein, on a toujours eu besoin de la laisser s'exprimer, la violence, et puis de la juguler d'une certaine manière. Et le sexe de la même manière. On est dans une société où on n'arrive pas à accepter l'animalité. On n'arrive pas à accepter que l'homme n'est pas juste un progrès en devenir. Ou une perception totalement caricaturale et utopiste d'une humanité en devenir. Oui, il est une humanité, il est aussi une sale merde. L'homme a toujours été une sale merde. Je veux dire, excuse-moi, on n'a pas passé 5000 ans d'histoire à se foutre sur la gueule si on n'était pas des sales merdes. Donc, sans être nihiliste, sans être pyrrhoniste, sans être tout ce que tu veux, le yin et le yang, il n'a pas été inventé pour rien, hein, bordel. Je veux dire, la force, use the force, le côté obscur de la force. Je veux dire, on est quand même... Putain de merde, on veut oublier des choses simples, basiques, qui sont revoyées Primal. Donc, et ça fait du bien juste d'avoir des mecs qui arrêtent qui s'amusent à jouer sur cette ambiguïté fondamentale de l'être humain. Et j'ai adoré ça, parce qu'évidemment, c'est dans l'air du temps. Et évidemment, c'est le produit de la période dans laquelle on est. Et ma grille de lecture, elle a beau être comme ça, Ty West, il vit dans le même monde que nous. Hein. Donc quand il te finit comme ça, avec cette nana qui a une espèce de je veux y croire, mais je ne peux plus, c'est fini. C'est fini, c'est trop tard. Tout pète.
et que tu veuilles faire quoi, ben, l'horreur, elle est là, elle est juste à côté de toi. Donc il y a ce petit côté-là, mais c'est vrai que la meuf, elle est super. Elle est super. C'est-à-dire être capable en même temps de vraiment jouer la Dorothy du magicien d'Oz au début, et puis de faire la fausse naïve, et puis de voir la bascule dans sa tête. Ouais, non, elle enregistre la meuf. Elle joue bien le vernis qui se craquait. Elle le joue super bien. Et puis quand il faut être outrancier, elle l'assume aussi. Elle l'assume vraiment, ce truc-là. Et, ouais, ils se sont bien trouvés les deux, je pense. Et entre elle et le réal, ça donne une alchimie qui est quand même hyper intéressante. Moi, maintenant, voilà, je regardais ça un petit peu, ça me faisait marrer, et j'ai envie de voir la suite de ce qu'ils vont faire, ces gens-là. Tu vois ? Et ça, c'est plutôt cool. Sur ce, la minute d'Yannick Dahan, c'est terminé. Je vous conseille de voir Pearl si vous ne l'avez pas encore vu. On reparlera, et j'espère qu'on parlera de Maxine, surtout qu'on trouvera un moyen de... Enfin, j'espère qu'il va sortir d'une manière ou d'une autre sur une plateforme ou en Blu-ray. Voilà, sur ce, je vous dis rendez-vous la prochaine fois. On n'a encore aucune idée. Mais là, j'ai un peu plus de temps libre, donc je vais mater des choses. Et puis on verra bien ce qui va en sortir. Allez, à la prochaine fois.